Cette semaine, à l'émission, on parle des aidants naturels, ce qu'ils vivent, leurs besoins, leurs préoccupations. Et vous allez voir que quelques-uns d'entre eux se sentent souvent coupables, donc, d'être aidants naturels. On va aller rencontrer plus tard dans l'émission Gabrielle Brindamour de l'Accolade, organisme qui s'occupe de l'entourage des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale. Mais tout d'abord, on va s'entretenir avec Joanne Reed et Sylvie Lebrasseur du Centre d'action bénévole de Châteauguay. Sylvie Lebrasseur, Joanne Reed, bonjour. Bonjour, D'abord, bonjour. une question simple en partant. C'est quoi un aidant naturel? Pour expliquer aux téléspectateurs, c'est quoi? Ça peut être pas clair pour tout le monde. Qui veut répondre? Je vais répondre. Oui. Un aidant naturel, c'est quelqu'un qui aide un proche, un ami, qui peut rester avec lui. La personne malade peut être aussi dans son propre domicile ou en résidence. L'aidant, dans le fond, prend à sa charge certaines tâches du quotidien. Ça peut être la lessive, ça peut être aller faire les courses, s'occuper des transactions bancaires, ça peut être différentes choses comme ça, l'hygiène. Donc, c'est ça, un aidant. Le processus, qui décide d'être l'aidant? C'est sûr qu'on prend une responsabilité, mais le malade, est-ce que c'est lui qui décide, je veux dire, soit je reste à la maison ou je m'en vais en institution, puis vous allez me visiter? Comment ça fonctionne, le processus de décision? Bien, le malade peut choisir de s'en aller en résidence, mais s'il décide de rester à la maison avec de l'aide, bien là, si, disons que c'est un couple, généralement, c'est le conjoint qui va devenir un aidant. Si la personne décide de rester à la maison, mais qu'il est seul, donc là, ça peut être le CLSC avec le maintien à domicile qui va lui offrir des services, puis ça peut être un de ses enfants qui va devenir aidant à distance, donc va le visiter plus régulièrement, s'occuper des transactions bancaires, de son hygiène, des choses comme ça. Mais la personne malade, généralement, va décider s'il reste à la maison ou s'il veut s'en aller en résidence. C'est un choix là, pour son la personne malade. Pour son bien-être? Ou bien pour son bien-être. Parce que rester à la maison, c'est souvent plus plaisant là, que d'être... Oui, bien sûr. c'est ça. Bien sûr. Ailleurs. Oui. C'est toujours plus plaisant de rester à la maison. Puis il y en a beaucoup qui, c'est ça qu'ils veulent, dans le fond. Là, les résidences, ça les attire pas vraiment. Ou ils veulent y aller vraiment en toute fin de vie. Mais tant qu'ils peuvent rester à la maison, bien, ils veulent rester à la maison. Et donc on peut être aidant à temps partiel, disons, ou Oui. à temps complet. Là. Abandonner Tout à son fait. emploi et Il y se en a. dédier à la personne malade, c'est ça? Oui, il y en a qui le font. Il y en a beaucoup qui le font, qui sont obligés de le faire parce qu'ils décident d'être un aidant ou une aidante à temps plein, doivent quitter leur emploi. Puis plusieurs s'appauvrissent en faisant ça. C'est un choix qu'ils font, mais un choix dans le sens... ils ne laisseront pas tomber leur père, leur mère, leur conjoint. Donc, le choix n'est pas de s'appauvrir, mais de vraiment s'occuper à temps plein d'une personne qu'on aime. Puis qu'est-ce qui arrive au niveau monétaire dans ce temps-là? Des difficultés. Des difficultés. Il y a des crédits d'impôt pour les aidants qui sont là. C'est pas nécessairement suffisant, mais ils sont là pour aider quand même. Il y a de l'amélioration à faire. Puis c'est ça, les aidants, bon, ils vont se battre pour leur cause, dans le fond. Fait qu'ils veulent du répit pour aussi ne pas s'essouffler à la tâche. Les crédits d'impôt, bien, ils aimeraient ça que ça soit amélioré. Donc, on travaille. Là, plusieurs organismes qui soutiennent les aidants. Bon, on va essayer de trouver des solutions. Pour ma part, ce que j'ai connu ce qui était un aidant naturel par Chloé Sainte-Marie, qui est sortie souvent dans les médias pour aider son mari Gilles Carle. Donc, Ben oui. est-ce que ça a aidé un peu la cause, ça, ou Oui. elle a fait avancer
le dossier, j'imagine, oui? Oui, oui, absolument, oui, absolument. Et on a vraiment besoin des porte-paroles comme Chloé Sainte-Marie qui nous parlent de leur réalité. Je pense que quand on a quelqu'un comme Chloé Sainte-Marie qui nous parle de quelque chose, de son vécu à elle, et qui a la possibilité finalement d'avoir une tribune au niveau des médias, je pense que c'est très aidant pour nous. Je dirais même que le centre d'action, pour aller un petit peu, pas aller plus loin, mais ce que je veux dire, c'est que le centre d'action bénévole, nous, on est là aussi pour aider ces gens-là. Et merci de nous recevoir parce que ça nous permet justement de faire connaître nos services à la population et de dire aux aidants, on est là pour vous aider. On a des bailleurs de fonds qui nous supportent et merci, le roman qui nous aide justement en lien avec le répit parce qu'il y a un besoin aidant. Je pense qu'au niveau de la sécurité, je pense qu'un aidant naturel qui doit poursuivre justement, qui doit travailler, qui a des occupations, qui a une famille, nous, on est là justement pour pallier un peu à leurs besoins. C'est-à-dire qu'on a un programme qui s'appelle Père où on appelle quotidiennement les gens qui sont à domicile. Pour savoir si ça va bien. Exactement. Ça a sauvé des vies, hein? Absolument, absolument. Dans la région, là. Oui, oui, oui. Ça marche, ce programme-là. Oui, ça marche. Ah oui, ça marche, ça fonctionne, certain. Et ce sont des bénévoles qui viennent directement au centre d'action bénévole quotidiennement pour venir entendre chaque jour. Et on a vraiment des mesures de sécurité qui sont en lien directement pour aller chez les personnes qui sont en détresse, qui sont en besoin. Donc, on en a beaucoup. Oui. Donc, merci. Du répit, c'est ce que vous offrez aux aidants naturels, une espèce de petite pause peut-être pour... Bien, le répit, pas en tant que tel. Ce qu'on offre beaucoup, c'est des formations, entre autres, comment éviter l'épuisement. On a des cafés-rencontres sur différents thèmes. La culpabilité, parce que plusieurs des aidants vont ressentir de la culpabilité. Donc, on a un café-rencontre où on traite du sujet. On a des cafés découvertes où des gens viennent expliquer, comme un notaire, c'est quoi un mandat, c'est quoi un testament, quand on doit faire tous ces papiers-là. On a la Régie du logement qui va venir en début d'année pour expliquer les lois. Si on tombe malade, on doit quitter son logement. C'est combien de mois il faut payer, puis bon, toutes ces petites choses-là. Fait que la Régie du logement va venir. On appelle ça des cafés découvertes. Donc, plusieurs activités comme ça. Les gens peuvent venir au bureau, me rencontrer, on peut discuter, juste parler. À un moment donné, en parlant, on trouve des solutions. Si les aidants ne peuvent pas venir au bureau, moi, je peux me déplacer. On a aussi l'aide aux formulaires. Souvent, on a des formulaires à remplir pour le gouvernement. On n'est pas trop certain comment ils peuvent venir au bureau ou moi, je peux me déplacer, puis je vais les aider à remplir les formulaires. Je vais donner beaucoup d'informations sur les crédits d'impôt aux aidants naturels. Plusieurs ne le connaissent pas parce qu'ils font faire leurs impôts, oublient de dire qu'ils sont des aidants. Oui. Donc, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent « Bien, moi, je ne suis pas une aidante, mon mari est malade, c'est normal. » Mais oui, ils sont des aidantes. Donc, à partir du moment où ils réalisent qu'ils sont des aidantes puis que ça fait 5 ans qu'ils sont aidants, on peut aller rechercher avec les impôts ce qu'ils n'ont pas demandé dans les années antérieures. Donc, on va les aider avec ça. Après la pause, on continue la discussion avec Sylvie Lebrasseur et Joanne Reid. On parle des aidants naturels. Vous avez parlé de culpabilité. D'où vient la culpabilité pour les aidants? Oh mon Dieu! Coupable de quoi? D'aider une personne? Mais de ne pas en faire assez. OK, oui. De prendre du temps pour soi, puis c'est lui qui est malade. Tu sais, moi, je dis toujours, le malade a des droits, mais vous aussi, vous en avez. Donc, la culpabilité de dire, bon, à un moment donné, on répond quelque chose sec ou qu'on n'aurait pas voulu dire, dans le fond, mais c'est parce qu'on est fatigué. Pour compenser, on en fait un peu plus. On se fatigue un peu plus. Puis quand on est plus fatigué, bon, on pose des gestes ou on dit des choses, des fois, qu'on regrette après d'où vient la culpabilité. C'est un cercle, hein, c'est une roue qui tourne. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de montrer aux aidants de prendre du temps pour eux, d'aller chercher de l'aide. Les tâches qu'ils ne sont pas obligés de faire, qu'ils peuvent déléguer, bien faites-le.
Puis vous allez avoir un peu de répit aussi de cette façon-là. Votre souhait le plus profond pour les aidants naturels, c'est quoi? Bien, là, il y a la semaine des aidants qui s'en vient, du 3 au 9 novembre. Oui. Vous allez avoir un événement le 6 novembre, Oui. dans le cadre des mercredis communautaires ici, à Châteauguay. Et donc, là, c'est quoi, là? Qu'est-ce que vous voulez, là? Bien, c'est de réunir les aidants lors des mercredis communautaires dans un atelier de réflexion sur le répit. On veut informer, premièrement, les aidants qui vont se présenter sur le répit qui existe ici, dans la grande région du Grand Châteauguay. Puis, on va leur dire ce qui existe, qu'est-ce qui est accessible pour eux. Ensuite, on va essayer de voir leurs besoins. Est-ce que les services de répit qu'on a sont accessibles pour eux? Est-ce que c'est souple? Est-ce que c'est assez souple? Moi, si j'ai besoin de répit un samedi après-midi, est-ce que je suis capable de l'avoir? Ou c'est juste les lundis, mercredis qu'on me l'offre? Donc, on va regarder ça. On va essayer de trouver des solutions aussi. Parce qu'on veut bien... moi, je vais demander aux gens d'envoyer une carte postale au ministre de la Santé. Pour nommer leurs besoins. Mais les nommer, c'est une chose. Mais si on est capable aussi de trouver des solutions ou de suggérer des solutions, c'est peut-être bien aussi. Donc, on va réfléchir là-dessus. Et puis, on va tenir notre député provincial au courant aussi de ce qui s'est dit pendant cet atelier-là. Donc, on va lui montrer ce qu'on a, ce qui est offert, ce qu'on aimerait avoir, puis comment peut-être on pourrait l'obtenir. Allez-vous attendre avant les élections, après, s'il y en a? Non, on parle du 9 décembre, oui. une rumeur, mais non, là, ça peut encore chambouler les choses. Non, moi, le 6 novembre, l'atelier a lieu. Ça lieu pareil, OK. Puis, peu importe qui va être en poste, ils vont avoir le résultat. En fait, ce qu'on veut aussi, c'est briser l'isolement. Je pense que c'est important d'avoir un lieu de rencontre pour échanger aussi entre les aidants, voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre cette réalité-là et qu'il y a des services, il y a des gens qui sont là pour les écouter et les aider. Je pense que tantôt, vous parliez un petit peu de quelle est la culpabilité ou tout ça. Joanne l'a très bien dit, prendre juste un peu de temps pour soi devient aussi difficile quelquefois quand on voit quelqu'un de plus malade, en tout cas qui a besoin de soins. On fait aussi des visites d'amitié en support aux aidants, c'est-à-dire qu'on se déplace, il y a des bénévoles qui se déplacent pour leur permettre justement d'avoir un répit et de leur dire c'est correct de faire ça. Et en même temps, ça aide aussi la personne qui a besoin de soins de voir quelqu'un d'autre aussi. Ça brise l'isolement aussi de cette personne-là. Ce qui est important de mentionner, c'est que nos services sont gratuits à la population. Alors, de venir, de nous appeler, de ne pas hésiter. Vous n'êtes pas certain, vous ne savez pas si vous êtes vraiment aidant, appelez-nous. On va vous aider. Et chaque bénévole qui s'inscrit chez nous a une formation, on a du soutien. Alors, ils sont les bienvenus. S'ils ont quelques heures par semaine à venir nous rencontrer, ça va nous faire un grand plaisir. Parce que vous avez 210? Oui, absolument. Et vous en cherchez d'autres encore? Toujours. On manque de bénévoles parce que plus nos services sont connus, plus de gens nous demandent les services et on a besoin de bénévoles. Comme on a un tout nouveau service qui s'appelle l'aide à la marche, qui est très populaire. Disons, je vous donne un exemple. Quelqu'un fait un AVC, un homme. Son épouse s'occupe de lui, mais elle n'est pas nécessairement prête à aller prendre une petite marche pour l'aider à se rétablir. Bien, on va envoyer un bénévole 1 à 2 fois par semaine qui va aller prendre une petite marche autour pour que la personne retrouve son équilibre, fasse un peu d'exercice. Donc, c'est très, très populaire. Puis même les jeunes pour ce service-là vont s'inscrire, les jeunes bénévoles, parce que c'est une activité qu'ils aiment. Donc, on a plusieurs services comme ça, puis les bénévoles sont toujours bienvenus. Tout à fait. On a l'impôt, hein? On a l'impôt qui s'en vient. Hein? Ça revient annuellement. Déjà. Oui, c'est ça. On a besoin de bénévoles pour la production parce qu'on offre aussi ce service-là aux gens, à la population. Donc,
pas besoin d'être un spécialiste de l'impôt, il y a une formation, ils sont bien encadrés. L'important, finalement, c'est d'être disponible et pour cette période-là qui est finalement de janvier. On commence à janvier. On commence en janvier avec les formations, mais le gros, c'est mars-avril, où est-ce que les bénévoles vont produire les déclarations pour les personnes. Puis en janvier-février, il y a peut-être 2-3 jours là, chaque mois là, ou de formation. Mais après ça, en mars-avril, là, on demande un petit peu plus de disponibilité. En terminant, est-ce que les aidants naturels sont chiffrables dans la région? Est-ce qu'on sait, ils sont combien? J'ai pas les dernières statistiques, mais je vous dirais qu'ils sont assez nombreux, de un. Puis de deux, des fois, le chiffre, moi, je me questionne parce que beaucoup de gens me disent, ben non, je suis pas une aidante ou non, je suis pas un aidant. C'est ma fille, c'est mon mari. Ils ne se voient pas comme ça. Donc, je ne suis pas certaine que le chiffre qu'on pourrait vous donner est vraiment représentatif. C'est sûr que nous, en ce moment, on est plus d'une centaine, c'est certain. On a un objectif, on aimerait vraiment que les gens se manifestent et qu'ils viennent nous rencontrer, justement parce que ce que Joanne disait, et j'abonde vraiment dans ce sens-là, c'est qu'être aidant, qu'est-ce que c'est qu'être aidant? Alors, je souhaite vraiment que la tribune d'aujourd'hui nous ait aidés et ait aidé les gens à dire oui, 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 je suis un aidant. Donc, je pense que je peux avoir des services pour me donner un peu de répit et aider les gens de ma famille. C'est souvent des parents, nos parents. La conclusion est parfaite. On se laisse là-dessus. C'était un excellent mot de la fin. Sylvie Brassard, merci bien d'avoir été là. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Après la pause, je m'entretiens avec Gabrielle Brindamour de l'Accolade à Châteauguay qui s'occupe de l'entourage des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale. Gabrielle Brindamour, tantôt on a parlé au Centre d'action bénévole de Châteauguay qui s'occupe de répit pour les personnes malades. Mais vous ici, vous vous occupez de l'entourage de personnes atteintes de santé mentale. Oui, on travaille avec les proches. Les proches, c'est ça, OK. Quel type de santé mentale, le problème de santé mentale? Bien, on va travailler avec les proches qui ont quelqu'un dans leur entourage qui a des troubles de personnalité. Il y a plusieurs troubles de personnalité, mais ce qu'on rencontre le plus souvent, en tout cas ce qui génère plus de difficultés relationnelles, ça va être le trouble de personnalité limite, le fameux borderline qu'on appelle. On va travailler avec les gens qui ont des proches atteints de bipolarité, dépression, TOC, les troubles obsessifs compulsifs, et les gens qui sont en contact avec des gens qui ont un problème de schizophrénie. C'est les maladies autour desquelles on gravite, mais on ne gravite pas avec la personne qui est atteinte, on gravite avec ses proches. Alors, on parle parents, sœurs, frères, mères, grands-pères, conjoints, enfants, d'eux. On travaille avec ces gens-là. Quand les personnes font affaire à l'Accolade, c'est parce qu'ils sont rendus au bout? Généralement, oui. C'est parce qu'ils ne savent plus, savent comme loin, quoi faire. Okay. Bien, oui, ils ont besoin d'informations, ont besoin d'être outils, ont besoin d'être appuyés. Souvent, c'est avoir un diagnostic, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour certains, ils ont fait le protocole. Leur personne a eu une période X qui a fait en sorte que le proche a dit il se passe quelque chose, là, plus normal. Je vais le mettre en guillemets parce que la normalité, c'est un débat, là. Mais fait que là, la personne a fait généralement un processus d'évaluation, ou en tout cas de pistage. Puis là, ils sont arrivés à un diagnostic quelconque ou proche d'un diagnostic. Et à partir de là, c'est bien, mais le système classique, ça va être beaucoup la personne qui a la difficulté qui va être prise en charge, mais ça reste que c'est toutes les autres qui l'accompagnent au quotidien, c'est les autres qui subissent les crises. Fait qu'ils aussi ont besoin, fait que généralement, quand ils vont prendre le téléphone pour venir à l'Accolade, ils vont s'inscrire à un groupe de formation où la limite est un petit peu... L'élastique, là, il est étiré, puis sont bout du rouleau. Pour certains, oui, ils sont vraiment à l'épuisement, mais pour d'autres, ils sentent que l'escalade s'en vient, puis ils veulent prévenir avant que ça soit trop insupportable. Est-ce que les aidants ou l'entourage peuvent en arriver à être eux-mêmes pris avec des problèmes de dépression ou de... Peu. Ça se peut? Ça se peut, certain. Est-ce que vous en avez déjà vu? Oui, c'est pas la majeure. Oui, il y a des gens qui glissent tranquillement.
les personnes, ils continuent de jongler avec leur quotidien, là, ils continuent d'aller travailler, ils continuent de payer les comptes. Fait que le stress de la vie, plus là, tu as la personne qui est en difficulté, tu veux l'aider, elle veut pas s'aider. Il y a tout un processus. Ça devient très, très lourd à porter. Puis bon, l'accumulation de briques tout le temps. Fait que oui, il y a des gens qui vont être plus enclins à glisser vers une dépression. Dans la plupart des cas, est-ce que c'est des gens qui abandonnent leur travail? Est-ce que... Les proches? Oui, les proches. S'occupent de l'entourage là, à temps partiel, temps plein? Bien, il y a c'est ça. Il y a de tout ce que vous nommez. La majeure, les gens continuent leur train-train de vie. Oui, il peut y avoir, ça peut être ponctué de pause, par exemple, d'arrêt de travail temporaire. Ça arrive parfois aussi. Mais je ne pourrais pas dire la majorité, ils en viennent à tomber en dépression. La majorité finissent par lâcher le travail. Ça varie autant qu'il y a de manifestations différentes d'une maladie. Il y a plusieurs façons possibles d'extérioriser sa maladie, autant qu'il y a de façons possibles de réagir à ça puis de jongler avec ça. Il y en a qui ont un super réseau de soutien, ils ont des bonnes relations avec leurs proches au travail, si ça va bien, ils ont un travail facilitant. Ben oui, c'est un petit peu moins difficile. Mais si déjà, en plus, c'est difficile au travail, c'est difficile à la maison, c'est difficile avec ton proche, à un moment donné, ils ont des problèmes financiers. Là, ça devient beaucoup. Fait que c'est du cas par cas, parce qu'il y en a qui n'ont pas tous les facteurs de stress, puis il y en a qui les ont tous. Et là, ben, on n'aboutit pas à la même place. Est-ce qu'il y a une maladie qui demande plus d'attention qu'une autre? Qui est plus préoccupante là, pour le proche? Mais je pourrais dire que dans les maladies qui sont dominantes, là, pour les motifs de consultation plus récurrents, je pourrais pas dire qu'une est plus demandante que l'autre. C'est ça, demandante, ça. Je pourrais pas dire ça, parce qu'autant que de jongler avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, que ça peut être... C'est difficile parce que la personne, elle est instable affectivement, elle est son humeur, elle varie beaucoup. Mais un bipolaire aussi, son humeur, elle varie beaucoup. La personne qui est atteinte de schizophrénie. Fait que, la personne, elle ne sait jamais comment réagir à l'autre parce qu'elle ne sait jamais comment l'autre va réagir. Fait que ça, c'est exigeant. Mais c'est aussi exigeant d'avoir quelqu'un qui est atteint de schizophrénie puis qu'il ne prend plus sa médication, puis qu'il est en décompensation, puis il entend des voix, puis qu'il commence à avoir des comportements qui lui sont dictés, mais qui le met dans le trouble. Fait que ça aussi, là, tu es inquiète, tu as peur, fait que c'est pas plus facile l'une que l'autre. Même chose avec une personne qui est en dépression majeure. T'es mieux de sortir tes pompons, là, parce que c'est pas facile à faire activer. Fait que sont tous difficiles, mais de façon différente. Okay. Et différemment pour une personne que pour l'autre, selon ton bagage de vie, de comment tu es outillé. As-tu beaucoup d'aide, en as-tu pas? Fait que c'est difficile de chiffrer, de quantifier ça. Puis qu'est-ce que la personne, le besoin le plus préoccupant là, du proche là, qui a une personne qui a une maladie mentale? Le besoin? C'est quoi le besoin ou en fin de compte, les préoccupations? Ouais, ça c'est bon, ça. Les préoccupations. Parce que il y a besoin d'informations, besoin d'être outillé, savoir qu'est-ce que je fais. Mais ce qu'ils ont pas mal tous en commun, c'est que ça génère beaucoup de culpabilité parce que des fois, tu es malade ou des fois, tu es juste comme plus capable. Puis je l'ai entendu tantôt en parlant au centre d'action bénévole. Effectivement, les gens se sentent coupables. Oui. Puis ils ont tendance à s'oublier énormément. Le slogan, là, le thème là, de la campagne, c'est « Et vous, comment ça va? » Et puis la suite avec ça, c'est « Avant de craquer ». Parce que c'est ça. Tu t'occupes de l'autre, tu t'occupes de l'autre, tu t'occupes de l'autre. Tu t'occupes de la vie, tu essaies de maintenir ton... Et toi? Tu n'existes plus. Fait que les besoins prioritaires, c'est ça, apprendre à se déculpabiliser, apprendre à prendre soin de soi, à ne pas se négliger, mais c'est aussi... Et ça, c'est difficile de le faire quand tu ne sais pas quoi faire avec l'autre. Fait que c'est d'aller s'outiller, d'aller s'informer. Fait que c'est un aide à deux versants, là. Moi, je m'aide à aider et je m'aide à m'aider. Vraiment, on l'entend, là. C'est ça, la culpabilité, donc ça revient... Vous le voyez, vous aussi, là, OK? Tout à fait. Parce que les gens, à la base, quand... Bon, t'aimes quelqu'un, fait que tu veux son bien, tu veux être là pour, bon, il y a tout ça. Puis, on le voit beaucoup... On va le voir beaucoup quand c'est des liens de famille. On va le voir aussi avec les conjoints, mais on va le voir beaucoup avec les liens de famille, la mère d'eux, l'enfant d'eux, bon. Parce que déjà, il y a comme une obligation non dite que tu es censé prendre soin, tu es censé être là, ça fait partie de ta job un peu
de membres de famille immédiate de faire ça. Fait que, si tu en viens à avoir de la difficulté ou à être épuisé de faire ça, ou tanné, ça serait le bon terme, bien, ça génère de la culpabilité parce que là, tu n'es plus ce que tu es censé être, tu ne réponds plus dans ton rôle, ton mandat. Et puis, malheureusement, les gens atteints de troubles au niveau de la santé mentale, ils ont cette faculté-là, souvent, de te faire sentir coupable. Ils sont souvent très, très bons. Par quel moyen? Chantage émotif. On va voir beaucoup, surtout dans les troubles de personnalité limite, on va voir beaucoup du c'est ta faute, si tu avais fait ça pour moi, j'aurais pas fait ci, si tu avais été là, il serait pas arrivé ça. Fait que si, à la base, en étant un proche aidant, puis si tu es un proche aidant, c'est parce que tu as l'empathie grosse comme ça. Fait que si tu as l'empathie grosse comme ça, c'est facile d'être atteint par ces commentaires-là. Tu as beau savoir rationnellement, je sais qu'elle va pas bien, je sais qu'elle est en difficulté, je sais qu'elle aime ça parce qu'elle n'est pas capable de générer son stress. Mais ça reste que ça t'a fait que ça, plus ça, fait en sorte que tu te sens coupable. Est-ce que la culpabilité a raison d'être? Probablement pas, parce que personne ne veut nuire à cette personne-là. Mais c'est ça, il faut aller enlever ça. Puis ça, bien, de le faire tout seul, c'est difficile. Fait que de là, certaines personnes ne se sentent pas proche aidante parce qu'ils se disent c'est naturel d'aider mon conjoint, d'aider mon frère, ma soeur. Les valeurs, hein? Vous le voyez, ça? Oui. Mais il y a toujours, en quelque part, une petite pensée qui dit « Je le fais naturellement parce que c'est dans ma nature, parce que c'est dans le lien qu'on partage, mais ils savent aussi qu'ils font le petit kilomètre supplémentaire. Ils savent, les gens, parce que ils sont pas aveugles, ils voient alentour que « Ah, mais cette personne-là n'en fait pas autant. Ah, cette personne-là... » Puis « Ah, je suis un petit peu plus fatiguée que l'autre. Ah, je suis un petit peu plus émotif. Ah, ils voient un petit peu, ils sont conscients que c'est demandant et qu'ils répondent à la demande peut-être un petit peu trop. On va travailler aussi beaucoup au niveau de mettre des limites. Trouver ses propres limites, puis les instaurer. Mais ça, c'est un défi. Juste ça, c'est un gros défi, parce que c'est pas facile de faire ça. C'est pas facile quand l'autre en a pas de limites, puis qu'il vient toujours empiéter dans les tiennes, puis toi, t'as pas encore identifié les tiennes. Il y a comme une escalade. Là. Et là, bien, là, c'est là qu'on génère plein d'émotions difficiles chez les deux personnes, la personne atteinte et la personne qui l'accompagne. Très bien. Gabrielle Brenabo, merci bien de votre... Ça me fait très plaisir. Merci.